Donc, bienvenue pour ce webinaire de présentation du dispositif Guidasso, donc le réseau d'appui à la vie associative. Ce webinaire est dans le cadre des rencontres régionales de la vie associative qui est organisé par le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la région et de l'État. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par vous faire un rapide rappel ou découverte de notre structure, donc le mouvement associatif. Puisque le mouvement associatif existe au niveau national et ensuite est présent dans chaque région de France, avec 4 grandes missions. Donc, il est à la fois un porte-voix des dynamiques associatives, un porte-parole de la vie associative, acteur du débat public, mais aussi révélateur des besoins sociaux, c'est-à-dire le fait finalement de traduire les grands enjeux de la vie associative comme l'engagement, l'emploi, dans les enjeux qui sont au cœur de la création d'un projet de société. Cela permet de comprendre que beaucoup des actions du mouvement associatif sont liées à des actions de plaidoyer, en fait, de faire entendre la voix des associations, que ce soit dans le débat public justement, ou à travers des contributions, à travers des événements par exemple, et avec 2 points spécifiques sur l'accompagnement des associations et sur l'importance donnée au collectif, puisque les membres du mouvement associatif sont des têtes de réseau associatifs. Et maintenant, pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, donc le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, il représente une force vive puisque, selon les chiffres 2021 de Recherche et Solidarité, il y a 135 000 associations actives en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente 1,3 million de bénévoles et un peu plus de 156 000 salariés, donc quasiment 10% des emplois du secteur privé. Notre structure est-elle composée de 21 membres qui couvrent en fait des secteurs variés, que ce soit l'éducation populaire, la culture, le sport, les droits humains, etc. Et qui se déclinent à travers 4 grands axes dans notre projet. Tout d'abord, le premier est de faire entendre la voix des associations. Le second est de co-construire une parole associative. Et donc finalement, ces 2 points-là, c'est ce qui se fait à travers cet événement des rencontres régionales de la vie associative qui sont donc un cycle qui va se décliner sur 2 mois. Le fait de soutenir les réseaux associatifs dans leur fonction d'appui à la vie associative. Vous avez déjà eu un exemple pour peut-être ceux et celles qui étaient là hier lors du webinaire de présentation du portail de formation des bénévoles. Et aujourd'hui, donc à travers la présentation de ce dispositif Guidasso. Et le dernier axe qui est le fait de faire connaître et de valoriser le fait associatif. Et à ce sujet, vous avez peut-être répondu à un questionnaire, une enquête que nous avons lancée au mois d'octobre-novembre avec Recherche et Solidarité pour le lancement d'une démarche concertée d'observation de la vie associative. Observation qui viserait justement à la fois à faire connaître et à valoriser les associations et leurs actions. Et donc, vous aurez une restitution de cette enquête lors d'un webinaire, encore une fois, le 15 mars, donc dans une semaine, et toujours dans le cadre des rencontres régionales. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du dispositif et je vais laisser la parole à ma collègue Marine Boudeville. Donc Guidasso, qui s'est longtemps, pendant quasiment un peu moins d'1 an, s'est longtemps appelé, vous avez sûrement entendu, le réseau Aval pour appui à la vie associative locale. Il fait suite à un travail de concertation qui a été mené au niveau national en 2018 avec le mouvement associatif et ses membres. Le mouvement associatif en 2018 a remis au Premier ministre un rapport qui propose 59 propositions pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d'une société de l'engagement. Donc ce rapport a été remis au Premier ministre par le mouvement associatif. Suite à quoi l'ancien secrétaire d'État au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, à l'époque Gabriel Attal, a remis une feuille de route vie associative. Et dans cette feuille de route, donc, il y avait un axe sur l'accompagnement des associations dans leur développement et son adaptation aux mutations. Donc,
Suite à cette feuille de route qui a été remise en 2018, il y a un groupe de travail au niveau national qui s'est mis en place et qui a identifié plusieurs problématiques. Donc, le fait que le paysage des acteurs de l'appui à la vie associative était un paysage complexe et difficilement visible et lisible, qu'on manquait un peu de structuration et d'articulation entre les différents réseaux qui existaient sur cet appui, que ce soit les CRIB, les DLA, les PAVA, les réseaux associatifs, les MAIA, les PALVA, enfin tous ces acronymes qui sont parfois un peu obscurs et qui d'un territoire à l'autre sont changeants. Donc il y avait besoin de mettre un peu plus de lisibilité et de visibilité. Donc ce groupe de travail national, il a travaillé à une démarche. Donc c'est un processus qui est en co-construction. Donc depuis, il me semble, 2019, ça s'est vraiment mis en place. Donc là, on entre sur je suis très nulle en mathématiques, on entre sur la 3e année de co-construction, mais vraiment partie de rien du tout, avec juste les 3 objectifs qui sont affichés là. Donc d'avoir ce réseau-là d'appui qui soit plus lisible, plus visible et surtout plus organisé. Donc là, on vous a mis des extraits les images sont extraites d'une petite vidéo de présentation de cette ambition Guidasso, qu'on va vous montrer sans plus tarder. Vous pouvez monter le son et être attentif pendant 2 petites minutes. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous entendez? Le projet associatif est une passionnante aventure à vivre tous les jours. Et œuvrer à son bon développement est une source intarissable de questionnements. Comment concevoir un projet, comment le tester, s'orienter, se former, le consolider, le gérer? Comment trouver un local? S'entourer? Les questions que vous vous posez sont fréquentes et nombreuses. Mais partir en quête de réponses peut s'avérer moins facile que prévu. Pas évident de s'y retrouver entre toutes ces entités, tous ces labels, si nombreux sur certains territoires et quasiment absents sur d'autres. Il est rare de taper à la bonne porte du premier coup, et avant de trouver son interlocuteur, on peut parfois avoir cette sensation d'être désorienté, épuisé, et bien seul face à ce dédale administratif. Alors, pour améliorer le suivi et l'accompagnement des associations et répondre à ces problématiques, nous vous proposons un nouveau parcours d'appui plus lisible, plus visible, plus organisé. Un parcours avec une porte d'entrée unique, celle de votre interlocuteur de proximité qui, en fonction de votre besoin, vous orientera de la façon la plus adaptée. Un simple besoin d'information, vous savez immédiatement à qui parler. Besoin d'un accompagnement généraliste, vous êtes guidé au bon endroit. Besoin d'un accompagnement spécialiste, vous frappez directement à la bonne porte. La mise en réseau de tous les acteurs de l'accompagnement vous permet de bénéficier d'un service de qualité, fiable et gratuit. Vous obtenez toutes les réponses à vos questions pour pouvoir poursuivre votre aventure associative en toute sérénité. Voilà, donc cette vidéo, elle est disponible sur le site. Il y a un site qui résume un peu cette phase de préfiguration, donc de 2019 à fin 2021. Toute la démarche a été résumée sur un site qu'on va vous partager dans l'espace conversation. Vous pourrez aller voir pour plus de détails. Donc, comme vous venez de le voir, la démarche Guidasso, elle a 3 objectifs. Donc, vraiment, elle s'adresse à tout le monde. Pour de l'orientation à l'accompagnement, c'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où juste un collectif d'individus souhaite se constituer en association et avoir une réponse, donc ils peuvent s'adresser à Guidasso, jusqu'à une association déjà bien installée et qui a déjà ses méthodes de travail, etc., qui aurait besoin d'un accompagnement spécifique, par exemple sur de la gestion de ressources humaines, sur de la gestion de finances, ou ce genre de choses un peu plus techniques. Le réseau Guidasso pourra apporter une réponse, que ce soit sur du démarrage de projet ou vraiment des questions très, très techniques. Du coup, pour ça, c'est en train de se passer, c'est des labellisations. Donc, il y a 3 niveaux de labellisation. Un premier niveau sur de l'orientation. Donc là, c'est vraiment les interlocuteurs de proximité. Donc, les collectivités, les maisons France Service, par exemple. Donc ça, c'est vraiment
les interlocuteurs de proximité qui pourront renvoyer soit vers le niveau information ou le niveau accompagnement. Donc, le niveau information, ils vont pouvoir délivrer des conseils, faire vraiment de la primo-information sur des grandes questions de vie associative auxquelles ils sont en capacité de répondre. Donc ça va être plutôt des missions des centres sociaux, des espaces de vie sociale, des services vie asso d'une collectivité, enfin plutôt sur du conseil ou de la primo-information. Et dans un besoin vraiment plus technique d'accompagnement, que ce soit sur un accompagnement transversal à la vie associative ou un accompagnement plus thématique, que ce soit par exemple sur le sport, sur l'éducation populaire, sur le sanitaire social, enfin sur des sujets thématiques, là ce sera du coup une labellisation plus spécifique et qui concerne, là dans notre structuration actuelle, plutôt les CRIB, des têtes de réseaux associatifs, des maisons des associations, les DLA, des centres de ressources thématiques. Voilà, donc je ne l'ai pas dit, mais en fait, l'IDASSO, ça remonte dans son appellation actuelle, c'est fin d'année dernière, mais sinon ça remonte donc ça s'est mis en place courant 2019-2020 avec 3 régions en préfiguration de cette chose-là, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Donc on a été sur une année de préfiguration là en 2021. Là on est sur la 2e année. Donc vraiment l'année d'installation où nous, on peut commencer les labellisations. Mais dans les régions voisines, ils sont encore sur la phase d'avant où ils repèrent d'abord les acteurs, etc. En Nouvelle-Aquitaine, nous, on a bénéficié de 110 postes FONGEP, donc peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais en gros, c'est des crédits un peu exceptionnels de l'État sur 3 ans pour permettre le développement de ces réseaux-là. Donc, c'est des unités de postes, enfin, des soutiens financiers qui ont été attribués sur les départements et qui vont être attribués selon les labellisations, mais du coup, donc plutôt des soutiens financiers sur la labellisation d'accompagnement généraliste ou thématique. Sur les niveaux orientation ou information, il n'y aura pas de soutien financier supplémentaire, mais il y aura du coup une reconnaissance au niveau de la labellisation et donc du réseau l'IDASSO à la fois départemental, régional et à terme, quand toutes les régions auront rejoint la démarche, au niveau national. Donc, comme on vous disait, on est dans une dynamique de co-construction territoriale, c'est-à-dire que vraiment, on est parti de rien suite à cette remise de feuille de route vie associative. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place et il a fallu un peu se mettre autour de la table et tout écrire. Donc, là, aujourd'hui, il y a 3 niveaux. Donc, il y a un niveau national qui est copiloté par la direction jeunesse, sport, éducation populaire et vie associative, donc au niveau du ministère et du mouvement associatif national. Donc, ce copilotage, il propose des groupes de travail. Donc, on appelle ça des chantiers, donc sur différentes thématiques, pilotés à la fois par les DRVA, donc les délégations régionales vie associative et les mouvements associatifs régionaux, donc sur différents sujets, que sont par exemple la cartographie de comment est-ce qu'on va rendre visible ce réseau à tous. Ça passe par de la cartographie, par exemple. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Et du coup, ce groupe de travail, il réfléchit à comment c'est mis en place. Dans ces groupes de travail, il y a du coup les niveaux régionaux et les niveaux départementaux sont impliqués sur la base du volontariat. Donc au niveau régional, on est sur une co-animation DRAGES, délégation régionale académique, jeunesse, engagement et sport. C'est le nouveau nom depuis 1 an maintenant de la DRDJSCS pour ceux qui sont plus familiers de ce sigle-là. Donc DRAGES, mouvement associatif, et au niveau départemental, on vous détaillera tout à l'heure, mais c'est les services départementaux jeunesse, éducation et engagement et sport, pardon, et des acteurs associatifs. Donc on est sur ces 3 niveaux-là qui travaillent, qui co-construisent. On ne les a pas hiérarchisés parce que vraiment il n'y a pas de hiérarchie, même s'il y a un copilotage national, c'est vraiment tout est un peu, je ne sais pas comment on dit ici, tout est un peu poreux où les échanges sont faciles. Il n'y a personne qui impose rien, même si à la fin il y a le ministère qui tranche. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et participation également. Juste dommage. Sur la dynamique partenariale, là, sur la droite, donc il y a un comité de pilotage régional, des instances départementales, et il y a aussi donc un comité national de suivi dans lequel sont donc la JEBA et le mouvement associatif, mais aussi d'autres grandes organisations que sont par exemple la CNAF, la NCT, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts,
enfin d'autres grandes organisations comme ça qui peuvent soutenir de près ou de loin l'IDASO et donc après rayonner au niveau aux autres échelons que sont au niveau régional et départemental. Donc sur le pilotage au niveau régional en Nouvelle-Aquitaine, le niveau départemental, il est composé, donc on vous disait tout à l'heure, de binômes ou de consortiums avec les référents bi-associatifs des services départementaux jeunesse, engagement et sport. Plus à chaque fois, selon le département où vous êtes situé, donc c'est SDJES plus des acteurs associatifs, donc soit qu'une seule association, soit parfois des consortiums. C'est le cas pour la Corrèze, pour le Lot-et-Garonne et la Vienne, par exemple. Voilà, le niveau régional, on a parlé tout à l'heure sur le pilotage de RAGES, mouvement associatif. Donc aujourd'hui, on est à une année de préfiguration. On entre donc dans la phase d'essaimage, d'installation. Tout a été fait au niveau régional. Là, on entame la phase de labellisation. Donc, au niveau national, il y a toujours les groupes de travail thématiques pour avancer sur des sujets spécifiques, comme la communication, parce que comme vous le voyez, on n'a pas de petit logo Vidasso. On aimerait bien, mais pour l'instant, on n'a pas de petit logo Vidasso. C'est en cours de travail. C'est de la co-construction, donc comme tout aspect de co-construction, ça prend du temps forcément, le temps que tout le monde se mette autour de la table, qu'on trouve des ententes, etc. Donc forcément, ça fait 2 ans, on y va doucement mais sûrement. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde soit satisfait vraiment de la participation commune de toutes et tous. Des partenariats en développement continu. Et l'enjeu prioritaire, donc on vous montrait les 3 niveaux tout à l'heure, orientation, information et accompagnement. L'enjeu prioritaire, évidemment, dans ce réseau d'appui à la vie associative locale, c'est de structurer fortement ce niveau d'accompagnement. Et au niveau régional, donc on continue d'animer le réseau, par exemple, via des séminaires, des co-animations départementales. On propose autant que possible de l'outillage, soit c'est des choses qui sont partagées dans d'autres régions, soit les co-animateurs départementaux eux-mêmes ont des billes et du coup les partagent sur le sujet de la formation aussi. Et donc, on va bientôt arriver dans le niveau de labellisation des structures régionales. Pour l'instant, les labellisations se font uniquement au niveau départemental parce que le plus intéressant, enfin, ce qui nous paraît le plus prioritaire, c'est de labelliser au local pour pouvoir répondre aux problématiques du coup locales des associations. Et le niveau régional, on est parti du principe que ça arrivera dans un second temps, puisqu'un peu plus éloigné du terrain. Et maintenant, je vais reprendre la parole sur la question justement de l'animation régionale, puisque comme vous vous en doutez, dans la mise en place d'un tel dispositif, il a très vite semblé important d'avoir une connaissance fine du territoire et d'être en mesure d'avoir un maillage fin des acteurs de l'appui. C'est pour cela qu'en février de l'année dernière a été préparé un questionnaire, donc une enquête, à travers 57 questions, qui a été diffusée donc, dans toute la Nouvelle-Aquitaine entre le printemps et l'automne 2021 et qui était à destination de tous les acteurs qui se considèrent comme des acteurs de l'appui. Et finalement, cette enquête nous a permis d'avoir 225 structures répondantes et de pouvoir un petit peu comprendre quelle était la typologie un petit peu de l'appui en Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter, alors non pas en exhaustivité tous les résultats de cette enquête, puisque 57 questions, c'est beaucoup avec un grand niveau de détail, mais plutôt les points saillants et qui sont intéressants à garder à l'esprit dans le cadre de ce dispositif Guidasso. Tout d'abord, pour avoir un petit peu ces chiffres en tête, sur les 225 répondants, on avait une très large majorité de répondants de structures départementales, 180 structures départementales. Ensuite, une petite quarantaine de structures des anciens périmètres régionaux. Et enfin, une dizaine de structures réellement d'ampleur régionale, donc sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Sachant que sur ces 225 répondants, plus de 80% étaient associatifs, dont 21% des associations étant des fédérations et 51% étant affiliés à un réseau. Donc là encore, importance des réseaux, mais malgré tout, quand même un nombre
non négligeable d'associations ne faisant pas partie de réseau. Ensuite, nous avions posé des questions sur les critères de sélection à l'appui, c'est-à-dire est-ce que les structures d'appui sélectionnent les associations bénéficiaires de cet appui, en posant la question sur 4 critères spécifiques. Tout d'abord, le critère sectoriel. Donc, est-ce qu'elle sélectionne selon le secteur d'activité de l'association? Le critère de l'emploi, est-ce qu'il s'agit uniquement ou non, ou contrairement pas du tout, d'associations employeuses? Le critère de ce qu'on a appelé projet, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que ce soit une association qui soit déjà créée, déjà existante, ou alors est-ce que ça peut être un projet d'association? Et enfin, le critère du territoire. Donc, est-ce qu'il faut que l'association soit implantée sur le même territoire que la structure d'appui? Est-ce qu'il faut qu'elle soit adhérente ou non? Voilà, toutes ces conditions liées au territoire. Finalement, ce qu'on a observé, c'est que globalement, il existe peu de filtres à l'inscription des associations dans le parcours d'appui. Donc, il y a une faible sélection. Et la sélection la plus importante est celle liée au territoire, puisque malgré tout, quand même, 58% des structures d'appui sélectionnent sur ce critère-là. Donc, soit il faut que l'association soit du même territoire, donc l'association bénéficiaire du même territoire que la structure d'appui, soit il faut qu'elle en soit adhérente. Ensuite, nous avons, en gardant à l'idée un petit peu les 3 niveaux de labellisation, nous avons posé quelques questions sur, en particulier sur l'information et sur l'accompagnement, et en demandant ce que les structures d'appui entendaient par la transmission d'informations. Alors, ce qui ressort très largement, majoritairement, c'est le relais d'informations, c'est-à-dire une information qui est déjà existante, on la relaie telle qu'elle, sans modification. Ensuite, il y a l'explication, c'est-à-dire qu'il y a un ajout de la part des employés, par exemple, de la structure d'appui. Donc, ça demande là des ressources humaines spécifiques capables d'expliciter un peu plus des informations déjà existantes et qui arrivent quand même bien plus loin, la mise à disposition de documentation. Donc, ça, on voit que juste un peu plus de la moitié des structures mettent à disposition la documentation. Et ensuite, sur l'accompagnement, on a essayé de s'interroger un petit peu sur est-ce que les structures proposaient de l'accompagnement généraliste ou thématique, et en le distinguant de la formation, là encore généraliste, donc transversale ou thématique. Et sur ces réponses-là, finalement, on voit que globalement, l'accompagnement généraliste arrive en première tête, mais finalement, ce n'est pas tellement étonnant puisque c'est en accord aussi avec un certain nombre de priorités de financement, notamment les priorités de financement de l'État, ce qui peut en partie expliquer pourquoi il arrive en première tête. Et avec, alors là, ça n'était pas sur le diagramme, mais nous, on a ensuite à chaque fois les distinctions entre les répondants départementaux et ceux dont le périmètre d'action est plutôt régional. Il y a une dynamique vraiment différente entre les structures départementales qui font beaucoup plus de l'accompagnement généraliste et les structures régionales qui, elles, font plus de l'accompagnement thématique, spécifique, qui est un accompagnement qui demande aussi parfois des compétences un peu plus poussées. Ensuite, quelques informations supplémentaires sur le nombre d'associations bénéficiaires, le nombre d'associations appuyées. On a noté ici la médiane du nombre d'associations appuyées qui est de 46 associations appuyées par an. Il s'agit d'une médiane et pas d'une moyenne, puisque sur notre échantillon de 225 répondants, on avait des structures quand même très variées, donc avec des structures qui vont appuyer par exemple 1000 associations dans l'année, certaines qui vont n'en appuyer que 4 ou 5. Et donc, le fait d'utiliser une médiane, ça nous a permis de lisser un petit peu et donc d'enlever ces résultats, ces extrêmes. Et en notant quand même que 65% des structures répondantes, a priori, ne forment pas de bénévoles. Sur la question des financements, on a choisi de ne pas vous mettre le détail qui était posé comme question de toutes les sources de financement, puisqu'elles ne concernaient pas spécifiquement l'accompagnement, mais juste un point à noter et qui, là encore, marque les différences de dynamique entre les structures régionales et départementales, donc qui n'est pas vraiment une surprise non plus, hein.
qui est que 67% des structures régionales bénéficient d'une subvention du conseil régional, et je m'excuse pour le S oublié à régional, alors que seulement 15% des structures départementales en bénéficient. Maintenant, la fin du questionnaire était consacrée à la question des besoins et de savoir si les structures d'appui avaient des besoins spécifiques pour maintenir ou renforcer leur mission d'appui. On a nous-mêmes ensuite fait un petit peu, parce que les questions étaient ouvertes, donc nous avons ensuite fait une typologie en essayant de regrouper les différents besoins qui étaient notés. Globalement, le premier besoin qui ressort, c'est les besoins de moyens supplémentaires. Et par moyens supplémentaires, cela couvre des moyens financiers, que ce soit pour pérenniser des postes d'accompagnateurs, mais aussi pour recruter des salariés et donc augmenter les missions d'accompagnement. Des moyens en termes de temps, donc pour avoir un accompagnement de qualité. On entend souvent les structures qui disent manquer de temps. Des moyens en termes de force vive pour soutenir, développer le bénévolat dans la structure, puisque quand même une grande partie des structures n'emploient pas, entre guillemets, de bénévoles pour les missions d'accompagnement, et des besoins en termes de matériel, et là en particulier du matériel informatique. Globalement, là, il n'y a pas tellement de différence entre les structures départementales et régionales, mais un peu plus de, quasiment 60% dans les deux cas ont des besoins de moyens supplémentaires. Maintenant, pour ce qui est des besoins en termes de capacité à travailler en réseau, là, on voit une différence un peu plus flagrante avec des structures départementales qui ont des besoins bien plus importants pour travailler en réseau, mais qui n'est pas non plus un constat très surprenant. Et par travailler en réseau, on entend le fait de faciliter le partage d'informations entre différentes structures, la mutualisation des ressources et des compétences, et le fait de mieux faire connaître l'écosystème, de mieux connaître aussi pour la structure elle-même l'écosystème et de développer les partenariats. Le troisième point est la question des besoins en termes de formation. Là encore, une distinction assez flagrante entre les structures départementales qui notent un besoin de formation bien plus important, même s'il n'est que de 30%, que les structures régionales où c'est un peu moins de 20%. Sachant que les besoins de formation sont très larges. C'est des besoins pour développer les compétences juridiques, pour la gestion associative, pour travailler avec les collectivités, développer la posture d'accompagnateur. Voilà. Ça couvre pas mal de choses. Et on peut mettre ces résultats en parallèle avec justement ce qu'on a vu un petit peu plus tôt sur l'accompagnement généraliste, thématique et pareil en termes de formation. Ce qu'on observe, c'est que globalement, quand il s'agit de formation ou d'accompagnement thématique spécifique, ça requiert des compétences un peu plus poussées spécifiquement sur ces enjeux-là, par exemple les questions juridiques, et les structures départementales ont parfois moins de formation sur ces enjeux spécifiques-là, ce qui explique aussi qu'elles les proposent moins à leurs associations bénéficiaires. Et le dernier point, c'était la question de la communication. Et là, c'est l'inverse, puisque c'est les structures régionales qui ont des besoins de communication bien plus importants. Par communication, on entend en fait de rendre visibles les acteurs de l'appui, de mieux connaître le tissu associatif local, le fait d'être en capacité de concevoir des outils qui puissent être mis à disposition du réseau et des autres associations, dans le cadre notamment, par exemple, des structures régionales, et aussi la communication pour mieux travailler avec les élus du territoire, puisque l'enjeu des synergies avec les collectivités territoriales est un enjeu vraiment important. Voilà pour ce qui est de cet état des lieux. Donc, c'est un rapport, une restitution très condensée de cet état des lieux. Un nouvel état des lieux est prévu dans les prochains mois, année 2022-2023, puisque le questionnaire est en train d'être révisé. Puisqu'évidemment, comme c'était une première fois, un certain nombre de problématiques ont été rencontrées, parfois des questions pas forcément bien formulées. Mais c'est un questionnaire qui a une utilité certaine pour justement connaître
le territoire au mieux et donc qui sera reproposé un peu plus tard. Donc, après avoir fait un petit peu ce panorama régional, je vous propose d'aller maintenant au niveau départemental, donc en vous partageant l'état d'avancement du dispositif au niveau départemental. Juste avant, peut-être dire que cet état des lieux aussi il a été mené donc, à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. Et en fait, tous les acteurs qui ont répondu, ça permet aussi pour les co-animations qui s'en sont saisies, même nous au niveau régional, de pouvoir identifier des acteurs du coup, qui existent déjà et qu'on n'aurait peut-être pas repérés en amont comme étant acteurs de l'accompagnement. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir cet état des lieux, il est important aussi pour l'objectif de labellisation qu'on a, de pouvoir identifier ces acteurs-là et ceux surtout à côté desquels on serait passé. Tout à fait. Et puisque justement au niveau départemental, donc l'animation de ce recensement a pris et prend du temps et de l'énergie, mais un élément très important. Ensuite, au niveau départemental, toujours dans cette idée de structuration du réseau, il y a les rencontres en cours et déjà faites avec les acteurs de l'accompagnement qui ont été justement recensés, en parallèle d'une dynamique un petit peu similaire avec les collectivités territoriales. Donc qui avance, ça avance évidemment à des vitesses différentes selon les départements, et la constitution de premières gouvernances locales qui sont pour l'instant librement gérées, décidées, choisies par le niveau départemental, donc que ce soit des comités de pilotage ou des comités de labellisation qui portent plusieurs noms et qui ont des structures qui peuvent varier d'un département à l'autre. Sachant que pour l'instant, les retours qu'on a du niveau local, c'est qu'il y a un fort engouement sur le sujet de l'accompagnement, sur le sujet de l'appui, avec déjà des premières actions amorcées. Dans certains départements, les co-animations ont même déjà énormément avancé, étant donné qu'on a seulement fini l'année de préfiguration, et avec une volonté très forte de structurer ce niveau de proximité en prenant l'échelle des EPCI, donc des collectivités territoriales, et en ciblant cette échelle-là pour commencer à structurer les réseaux, et en travaillant par niveau, en commençant par les niveaux et en structurant après selon les priorités. Et je vais repasser la parole à Marine pour les pistes d'ouverture. Donc, les pistes d'ouverture et nos perspectives à court terme, donc c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'IDASO n'a pas encore d'identité visuelle, donc ça va être de développer cette identité visuelle, sachant que le groupe de travail au niveau national avec les échelons du coup régionaux et départementaux a déjà bien avancé sur ce sujet-là, donc ça devrait arriver courant mars. D'ici la fin du mois, on espère avoir une première ébauche d'identité visuelle. Donc là, c'est vraiment à court terme, courant mars. La labellisation au niveau régional, donc, et avec une attention spécifique sur la place des têtes de réseau et des acteurs régionaux de l'accompagnement. Donc là, l'état des lieux qu'on vous a présenté tout à l'heure va nous être utile pour cet objectif-là. À moyen terme, c'est tout le travail sur la démarche partenariale qui est en cours, qu'il va falloir qu'on assoie un peu plus. Les synergies à créer avec les dispositifs locaux d'accompagnement, donc les DLA, les chaînes d'accompagnement ESS qui sont pilotées principalement par la CRES, mais en tout cas tous les réseaux ESS qui font de l'accompagnement, à côté desquels il faut pas qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on passe, tout ce qui est incubateur ESS, fabrique à initiative, etc. Là où on sait que souvent ça aboutit sur la construction, non pas de la construction. Enfin, en tout cas, ça aboutit sur des associations et très, très peu finalement sur des coopératives ou des mutuelles ou des fondations, enfin tout ce qui est réseau de l'ESS. Donc on sait qu'il faut qu'on soit vigilant à ça. Tout ce qui est réseau des tiers-lieux, donc pareil, les tiers-lieux sont parfois associatifs, donc il faut qu'on travaille en lien avec eux, et puis la CAF et d'autres acteurs que nous sommes en train d'identifier. Pour structurer le réseau l'IDASO et pouvoir communiquer dessus. Donc, concrètement, comment est-ce que ça va se passer pour mobiliser ce réseau d'appui ? Soit vous en avez déjà entendu parler et c'est super,
soit vous n'en avez pas encore entendu parler et vous avez encore des interrogations. Donc nous, au niveau régional, on reste disponible pour vous répondre, mais surtout au niveau départemental, selon où vous vous situez, on a mis sur notre site l'annuaire des structures de la co-animation. Donc pour chaque département, vous avez les référents, les contacts référents en face. Donc n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux si vous avez des interrogations. Et puis là, donc on vous disait que les structures sont en train d'être labellisées. Donc si vous avez des questions plus spécifiques, que ce soit sur orientation, information, accompagnement spécifique, vous pourrez avoir accès donc, aux structures labellisées via la cartographie qui est en train d'être travaillée aussi. Donc, mais là, on est plutôt sur un temps 2. Là, dans le temps maintenant, c'est plutôt aux co-animations départementales qu'il faudra vous adresser. Sachant que, comme vous le disiez, donc, on est vraiment sur un processus de co-construction. Du coup, on va en profiter pour faire un petit clin d'œil aux rencontres régionales de Poitiers qui s'était passé en 2019. Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient présentes, mais il y avait un atelier qui s'intitulait « J'ai fait un rêve, la co-construction de politique publique ». Donc là, on est vraiment en plein dedans, on l'expérimente. Et donc, on se rend compte sans trop de surprise que ça prend du temps, que ça amène forcément de nombreux changements, à la fois dans les habitudes, mais aussi dans les réseaux qui existent. Par exemple, tout ce qui est réseau Maya, tout ce qui est réseau Pava, tout ce qui est réseau, enfin, tous les réseaux déjà existants, forcément, ils vont être bouleversés, que leur appellation va pouvoir continuer d'exister parce que historiquement, ce sera ancré, mais là, c'est l'IDASSO qui va prendre le pas dessus pour pouvoir être vraiment identifié dans un réseau régional et national. Donc attention, le lead-asso, ce n'est pas un guide pour les assos, enfin si, mais ce n'est pas un petit calepin papier que vous pourrez imprimer chez vous, il ne faut pas faire de confusion. On commence à avoir cette confusion un peu apparaître de guide asso qui serait un guide clé en main pour les associations. C'est bien le guide ' asso, un réseau vraiment d'appui pour les associations. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur notre petit diaporama ? Les prochains rendez-vous, donc pendant les rencontres, vous avez sûrement déjà pris connaissance du programme. On souhaitait quand même attirer votre attention sur 2 ateliers. Donc là, on est vraiment sur des webinaires là, depuis hier et jusqu'au 15 mars, c'est vraiment des webinaires, donc pas forcément très interactifs, pas forcément très participatifs. On est sur de la présentation de dispositifs qu'on co-anime, qu'on soutient, qu'on pilote. Enfin, en tout cas, on est vraiment sur de la présentation et puis du question-réponse. Là, on va entamer bientôt les ateliers. Donc là, par rapport à l'accompagnement, on a 2 ateliers pendant les rencontres qui peuvent vous intéresser. Le premier, donc, c'est le lundi 11 avril, qui s'intitule « Comment les têtes de réseau identifient les besoins des associations, s'adaptent et répondent ». Donc là, l'idée, ce sera vraiment de repérer les espèces de parcours types de l'identification du besoin à la réponse par la tête de réseau ou l'acteur de l'accompagnement. Un deuxième temps, du coup, le lendemain, plutôt en début de soirée, pardon, comment les associations expriment leurs besoins, quelles sont leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l'accompagnement. Donc là, c'est un peu la démarche inverse. Tout à l'heure, c'était comment les têtes de réseau identifient les besoins des associations. Là, c'est comment les associations expriment leurs besoins, donc c'est un peu complémentaire, avec l'idée de produire un livrable d'attente et de besoins dont pourront se servir après les acteurs de l'accompagnement, du coup, pour pouvoir répondre au mieux dans la continuité de l'atelier de la veille, répondre au mieux aux besoins des associations. Et puis évidemment, on vous convie fortement à la journée de clôture qui sera en présentiel, où il y aura la restitution et la conclusion et les perspectives de tous ces travaux qui auront été menés là pendant les 2 mois. Donc n'hésitez pas à venir, surtout qu'on vous invite pour le repas. Enfin, la région, pardon, nous invite pour le repas. On vous a remis nos contacts, donc au niveau de la co-animation régionale, Florian Zinal pour la Dragesse et Marine Bouteville pour le mouvement associatif, mais on vous redonnera nos contacts éventuellement. Pour plus d'infos et d'inscriptions sur les rencontres, on vous a remis l'adresse du site et notre adresse contact générique. Je vous propose peut-être un temps d'échange si vous le souhaitez. Ah, Monsieur Chartier a levé la main. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Oui, ce que je viens d'entendre m'a ramené à une notion qui a fait l'objet de bien des échanges depuis quelques années avec les partenaires du mouvement associatif en particulier. C'est la notion ou l'expression guichet unique. On vient d'entendre que l'enquête révélait la complexité de la vie associative, ce qui brouille un peu l'environnement
de l'association, enfin, des associations. Et donc, je me souviens avoir eu des échanges avec l'ex-direction régionale jeunesse et sport et engagement associatif sur l'intérêt de tenter d'offrir au mouvement associatif des lieux ou des structures susceptibles de répondre à leurs attentes. C'est une première réflexion, ça. Et quand on disait tout à l'heure, j'entendais que le guide asso, c'est pas un bouquin, c'est pas un guide. C'est un peu ça, quoi. C'est plutôt aller vers des guichets, des lieux, et à la rencontre de personnes susceptibles de renseigner et de faire ce fameux accompagnement. Deuxième réflexion, c'est que je remarque qu'on a toujours un petit problème entre les idées, les concepts de besoin et d'attente. Je vois Aline a d'ailleurs réagi tout à l'heure, je l'ai vu, sur la nécessité peut-être de clarifier la différence qu'on peut imaginer ou ressentir entre les besoins et les attentes. J'ai un petit peu réfléchi sur ce sujet. Effectivement, il y a lieu de différencier les deux. Mais enfin, c'est pas fondamental, c'est pas essentiel. Ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Voilà deux petites réflexions à la suite de ce que je viens d'entendre. Effectivement, sur la première réflexion, l'idée de guichet unique, ça transparaît aussi dans la présentation vidéo qu'on vous a montrée, où il y a vraiment l'idée d'un parcours où on entre ce guichet unique et après on est distribué, entre guillemets, en tout cas on est accompagné sur un espèce de parcours, mais effectivement il y a une porte d'entrée unique. C'est peut-être une ambition qui existe depuis longtemps. Est-ce que vraiment on y arrivera un jour? On ne sait pas, mais en tout cas c'est l'ambition aussi de Guidasso. Et sur la deuxième réflexion, besoin-attente, c'est vrai qu'on peut se dire que si les associations jusqu'à présent fonctionnent comme ça, c'est qu'elles n'ont peut-être pas finalement si besoin puisque ça fonctionne, mais néanmoins, ça reste une attente quand même forte pour pouvoir améliorer la qualité en fait, de ce qu'elles font déjà. On imagine que c'est sûrement ça, mais évidemment, ça reste toujours un peu à éclaircir cette notion de besoin et d'attente. Disons que les besoins peuvent être estimés, identifiés par d'autres personnes que l'association elle-même, ou les membres de l'association. On est en droit d'attendre que ceux qui vont accompagner aient leur propre identification des besoins. Alors que les attentes, pour moi, c'est ce que dit l'association. J'ai besoin d'eux. Elle le dit. Et là, c'est une estimation, une identification propre à l'association elle-même. C'est ça, à mon avis, une des différences qu'on peut attribuer à ces deux termes, ces deux concepts. Mais je ne sais pas si vous serez présent sur l'atelier, du coup, les deux ateliers qu'on a montrés là sur la fin, dans la suite des rencontres régionales, mais en tout cas, cette réflexion sera la bienvenue peut-être à apporter au débat lors des ateliers. Oui. C'est lequel regroupement là? Les deux, les 11 et 12 avril. Le 12. Le 12, oui, je serai là. Super. Malheureusement, pas le 11. D'autres retours, d'autres remarques, d'autres souhaits de prendre la parole avant qu'on vous libère? Moi, j'ai une petite question. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps sur cette prise de poste sur chargée de la vie associative. Et donc, j'ai encore besoin d'affirmer un petit peu mes connaissances. Et je suis confrontée à une question très spécifique d'un point de vue juridique. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver une réponse concrète. J'ai eu pas mal de retours en fouillant qui se contredisaient, etc. Et donc, j'ai vu sur votre PowerPoint que sur tout ce qui était questions spécifiques, c'était surtout auprès de la région qu'il fallait s'adresser, puisque c'était un petit peu leur partie d'après les diagrammes. Est-ce que vous auriez potentiellement une structure à me conseiller, à contacter pour avoir une réponse claire et précise? Alors, peut-être déjà pour clarifier sur les diagrammes,
c'est pas tant que ce sont la région qui est responsable des réponses spécifiques, c'est plutôt que ce sont les structures d'appui de périmètre régional qui ont tendance à faire plus d'accompagnement spécifique. Oui, bah, j'ai résumé, mais effectivement, j'avais compris. C'est juste pour être sûr que voilà, c'est pas forcément c'est pas en appelant la région de Nouvelle-Aquitaine forcément sur une question très précise qu'on aura la réponse la plus rapide. Et pour la suite, du coup, vous avez dit que vous étiez chargé de vie associative. J'avais vu passer votre inscription. Si vous pouvez juste confirmer que c'est bien du coup à l'Université de La Rochelle. Oui, c'est ça. C'est ça, vous n'êtes pas dans une association. Et du coup, on vous invite vraiment à prendre contact avec la co-animation départementale de Charente-Maritime, du coup, qui saura vous envoyer, du coup, vous apporter une réponse. Enfin, soit vous apporter la réponse directement, soit du coup vous orienter vers les personnes qui sont déjà identifiées, qui seront capables de vous apporter la réponse. Si vous voulez, je vous enverrai les contacts. Soit vous allez voir sur la site, soit je vous envoie les contacts après pour que vous puissiez avoir une réponse. Mais c'est vraiment du coup l'enjeu, ça va vraiment être ça de l'IDASO, de pouvoir avoir des interlocuteurs sur des questions précises ou en tout cas qui sauront nous rediriger facilement vers qui a la réponse. Merci. Je pense peut-être aussi qu'il est possible d'interpeller vos homologues de l'Université de Poitiers qui ont une histoire autour de la vie associative et de l'accompagnement des étudiants fort intéressante, et ça peut être intéressant aussi de se rapprocher d'eux pour voir eux où est-ce qu'ils trouvent leurs ressources. Ok, ils sont dans la Vienne, mais au-delà des interlocuteurs de proximité, on a bien compris que c'était le premier impact, il était en proximité, mais aussi de voir les histoires de thématiques ou de réseaux ou d'appartenance. Et je pense que pour les universités, il y a un service à la fac de Poitiers qui est assez intéressant et historique dans leur accompagnement et dans leur posture d'accompagnement, qui peut être intéressant peut-être de contacter aussi. C'est une bonne idée, merci. C'est aussi fait pour ça, l'IDASO, avoir les bons contacts, les bonnes idées. L'intelligence collective, ça fonctionne toujours. Et du coup, surtout les temps où on est tous et toutes autour de la table, c'est important.